retour sur ce plateau. L'autre journal, c'est la deuxième partie. Nous sommes avec Ferdinand Haïté. Ferdinand, merci d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Alternative. Isidore Kouanou nous a rejoint. Merci d'être là, Isidore. Bonjour. Merci, Clavé. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Alternative. Cette deuxième partie, nous allons parler évidemment de l'affaire de braquage. Il y a une accalmie ici, on n'ose parler ainsi. Oui, nous avons connu beaucoup de braquages au Togo, notamment dans la capitale Lomé. Ouais. Aujourd'hui, on peut le dire ainsi qu'il y a une accalmie. Depuis qu'on a monté un scénario selon lequel deux de ces braqueurs, de ces cerveaux ont été tués, ont été abattus par la police. On ne sait pas si c'est un scénario ou bien c'est une vérité. La Commission nationale des droits de l'homme s'est saisie de l'affaire et on nous promet des résultats d'une enquête, de même que la police, qui aussi dit qu'il a commandité une enquête en son sein pour voir le dénouement de cette affaire-là. Mais ce qui fait la une des journaux aujourd'hui, c'est cette sortie médiatique du général Yak qui menace de poursuivre Martin Luther King et les familles des proches, des victimes. Ferdinand, comment est-ce que vous jugez cette sortie médiatique du général Yak? Non, c'est une sortie malheureuse parce que les familles des victimes ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Les gens ont décrit exactement les circonstances dans lesquelles on est venu chercher leurs enfants à la maison. Ouais. C'est de leur droit. Il ne faut pas qu'ils cherchent à étouffer les familles. Il ne faut pas qu'ils utilisent leur méthode d'intimidation pour étouffer les familles. Des gens disent clairement qu'on est venu chercher leurs enfants à la maison. D'abord, une première fois, on est venu faire une perquisition. On a volé de l'argent dans leur chambre, on a pris de la boisson, on a pris leur téléphone portable. La nuit, on est venu les rechercher. Et pendant qu'ils étaient en train de voir dans quel commissariat ou gendarmerie ils ont été gardés, le lendemain, ils voient sur les réseaux sociaux que leurs enfants sont allés pour faire du braquage, on les a tués. De deux choses l'une. Soit, quand la police est venue chercher ces gars ont réussi à s'échapper des mains de la police pour aller faire un braquage et la police les a tués. Ou soit ils étaient dans la main de la police et ils sont allés faire le braquage et la police les a tués. Il faut quand même situer les responsabilités. Il ne s'agit pas de faire monter les muscles, d'intimider les gens en disant oui, on va porter plainte contre les familles. C'est les familles qui doivent porter plainte contre la police. Parce que c'est eux qui ont perdu un être cher. Et quand j'écoute les arguments du ministre qui dit que oui, le nommé cimetière, celui qu'on appelle cimetière du groupe, a un passé de délinquants et de criminels, ça ne justifie rien. Si j'ai un passé de délinquant et qu'entre-temps, j'ai fait la prison et que je suis à la maison et qu'on vient me chercher pour aller me liquider, je n'ai pas été arrêté sur un terrain de forfait. Donc le ministre ne peut pas dire c'est parce que un des gars qui a été liquidé a un passé de délinquant, donc ça justifie ce qui s'est passé. Non. Est-ce qu'on est allé les chercher à la maison, oui ou non? Les familles disent oui. Est-ce qu'après, ils ont été retrouvés sur un lieu où on dit bon, ils ont été assassinés ou bien ils ont été liquidés par la police? Oui. Alors, où est l'erreur? Il faut chercher qui a fait quoi dans cette affaire-là. Donc, il ne suffit pas... Parce que ce dont j'ai peur, comme on le fait toujours au Togo, depuis l'assassinat de Sinandare et tout ça, c'est d'aller mettre la pression sur les familles, de leur donner de l'argent et de dire bon, il faut accepter d'aller enterrer vos enfants et puis on n'en parle plus, prenez l'argent pour faire les funérailles, tout ça. C'est souvent la méthode qui est choisie par le régime pour étouffer ces genres d'affaires lorsque ces affaires comme ça naissent. Et j'ai bien peur que ce soit la même méthode qu'on veut utiliser. Donc, il ne sert à rien de menacer les familles. Il faut que le ministre regarde dans son propre camp d'abord et fasse une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que là les familles portent le deuil, les gens sont dans la douleur, il ne sert à rien de leur en rajouter et de dire oui, on va porter plainte contre vous. Ceux qui ont parlé, ce sont les membres de la famille de ces enfants qui ont été tués. Donc il faut rester au moins à la limite humaine dans ce qu'on fait et comprendre la douleur des familles plutôt que de proférer des menaces et des intimidations. Je dois permettre de soulever ce paradoxe. Et voilà que la CNDH, qui est une institution de l'État public, qui met en place un groupe de travail pour faire la lumière sur cette affaire,
On attend encore les résultats de cette enquête. Et voilà que le général Yark qui a fait une sortie, est-ce qu'on ne peut pas interpréter ça comme une manière de brouiller les pistes Non, mais peut-être que le général, lui, il a déjà les rapports ou bien le résultat de l'enquête que la CNDH et la police ont. Non, mais la CNDH va devoir d'abord rendre public les résultats de ces enquêtes. Oui, pourquoi une enquête qu'on a lancée et que l'enquête est en cours? Déjà, le ministre sort et commence par faire ses déclarations sur les médias. C'est comme si lui, il a déjà le résultat, l'issue de cette enquête. Hein, et c'est dommage. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je ne vois pas les familles de ces victimes-là, de ces présumés braqueurs-là, en train de mentir comme ça, en se dévoilant. Sur les médias, sur les réseaux sociaux, ils font des audios, des vidéos comme ça, et on les connaît. C'est parce qu'ils ont perdu des êtres chers dans des conditions vraiment spéciales, particulières. C'est pourquoi ils sortent et dénoncent cela. Vous savez, ce régime-là, ce système-là a toujours l'habitude de brandir la justice sur la tête des gens après avoir commis un forfait. On en a connu plusieurs fois. Ferdinand a évoqué des cas tout à l'heure. Quand ils commettent des forfaits et après, c'est pour menacer les gens, les victimes, de les traduire en justice dans l'espoir que ces victimes-là se taisent sur leur forfaiture. Là, moi, je crois que cette famille doit continuer par tenir devant ce régime, devant ceux qui ont commis ces actes-là. Parce que là, ce qu'ils ont fait la dernière fois, nous l'avons déjà dit dans notre journal, ça ressemble à une exécution extrajudiciaire. Les gens, on les enlève comme ça de chez eux et puis on les abat. Le lendemain, on appelle les médias, venez voir, nous avons tué des braqueurs comme ça. C'est pas possible. Ailleurs, par exemple, cette affaire serait l'objet d'une enquête qui peut impliquer même la police. Mais pourquoi au Togo les choses semblent se passer autrement? Je voudrais rappeler que, à la suite de ce que Isidore a dit, vous savez, l'enfant qui a été tué à Togbe-Kopela lors d'une manifestation d'un parti politique avec l'implication d'un haut gradé. Mais cet enfant est toujours à la morgue de Tchévier. Ils ont mis des pressions terribles sur les familles, proposé je ne sais pas quoi, médiation, tout ce que vous pouvez imaginer pour que la famille enterre le garçon, pour que l'affaire soit close comme ça. La famille a refusé. Et jusqu'à ce jour, cet enfant est à la morgue de Tchévier. Et donc, je pense que c'est trop facile de tirer sur les gens à bout portant. Et puis après, de sortir de l'argent pour étouffer la vérité. Il faut que les Togolais apprennent à défendre leurs droits. Et ces gens qui ont été liquidés, je ne sais de quelle manière, parce que en réalité, les vrais braqueurs, ceux qui ont opéré ces temps-ci, ces derniers temps à Lomé, à visage découvert, ce n'est pas des gens qui tenaient des machettes et des soi-disant pistolets artisanaux de je ne sais quelle année, et on ne sait même pas si ça travaille. C'est des gens qui agissaient avec des kalachnikovs en plein jour et qui attaquaient des gens à des carrefours, à des feux rouges, qui prennent de l'argent et qui font des tirs de sommation pour disparaître. Ce sont des armes de guerre. Et ces gens sont où en réalité? Ils sont où pour que tout le dispositif sécuritaire qu'on a dans la ville de Lomé, on ne puisse pas mettre la main sur un seul individu? Alors, j'ai l'impression que on a voulu jouer un grand coup en disant oui, nous sommes en train de neutraliser les braqueurs et le coup n'a pas marché et voilà ce qui vient de se passer. Donc, moi je pense que c'est une responsabilité de toute la société. Nous les journalistes, les acteurs politiques, parce qu'on peut, si vous vous taisez demain, on peut liquider vos militants comme ça. On peut venir chercher des gens à la maison, des activistes, et puis le lendemain, on le retrouve mort, et puis on vous dira, bon, il a été écrasé par un titan, ou bien il est mort, il est tombé dans la lagune, il est mort. On a vu le cas d'Atuti Agbobli, on n'a jamais élucidé cet incident-là. Et donc, moi, je fais le parallèle avec ce qui s'est passé récemment en France, où un jeune homme de Steve, à Nantes, a disparu pendant une manifestation, après une intervention de la police. La police a chargé et le garçon a disparu et tout le monde en parlait. Il y a eu des recherches dans les rivières, tout ça, qui sont à côté. Et je crois 2 semaines après, on a retrouvé son corps. Et aujourd'hui, le gouvernement français est dans l'embarras. Parce que tout le monde réclame la vérité, y compris la classe politique, les journaux, les associations, les organisations. C'est comme ça qu'une société de droit doit évoluer. Et donc, je n'ai pas compris le silence assourdissant
des organisations des droits de l'homme, des partis politiques. Il n'y a que les médias qui ont dénoncé cette histoire-là. Nos sociétés ne peuvent pas évoluer comme ça. Dans un passé récent, on a liquidé beaucoup de jeunes de l'opposition par cette méthode-là. On va tuer des gens qu'on présente après comme des bandits, comme des braqueurs. Je ne sais même pas si les responsables de l'opposition le savent. Parce que ces gens sont les plus activistes, les plus déterminés dans certaines localités. On les a retrouvés morts comme ça, on les a présentés comme des bandits. Donc, je pense fondamentalement qu'il faut remuer ciel et terre pour que la vérité rejaillisse dans cette histoire-là. Mais, moi, je ne fais pas confiance à la CNDH. Le dernier rapport crédible que la CNDH a eu à faire, c'est en 2012, je crois, avec Kofi Kounté, et après avoir présenté son rapport, qui a été traficoté à la présidence par les Débache et compagnie, Kofi Kounté a pris la pousse d'escampette. On sait là où il est aujourd'hui. Et depuis, le régime a tout fait pour mettre ces éléments à la tête de la CNDH, des éléments sûrs, hein, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à ce qui s'est passé avec Kofi Kounté. Et on a vu que la dame qui dirige aujourd'hui la CNDH était ministre dans le gouvernement il y a quelques mois, il y a à peine un an, ministre uni, ministre fondamentalement uni. Je ne sais pas ce qu'elle va faire pour élucider cette affaire-là dans laquelle des forces de sécurité sont impliquées. Est-ce qu'il fallait-il charger les organisations de la société civile, d'autant plus qu'on les intimide? Vous voyez qu'on tue et on dit n'en parlez pas, on vous intimide, on vous menace de poursuites judiciaires. Est-ce qu'il faut avoir encore le courage d'en parler? Pourquoi pas? Dans d'autres pays, il y a ces genres de menaces, d'intimidation, mais il y a des organisations de la société civile qui travaillent très bien dans ces pays-là, hein, qui mobilisent des gens autour d'une cause valable. Aujourd'hui, on parle de l'assassinat de 2 individus. On ne sait pas encore si les faits qu'on leur reproche sont réels, mais on est scandalisé, oui, voilà même le mot, on est scandalisé du mutisme de ces associations de la société civile. Et il y a aujourd'hui le seul association ou organisation qui parle aujourd'hui, je vais parler de l'association du mouvement de ce pasteur-là. Aujourd'hui, il se retrouve dans le viseur du ministre. Oui, il se retrouve dans le viseur du ministre qui dit que le gouvernement va porter contre son mouvement et les 2 familles des 2 victimes. Je crois qu'à un moment donné, face à ce système, à la dictature, si on ne fait pas, si on ne se lève pas pour dénoncer, si on ne prend pas des mesures pour pousser à bout à cette dictature, le système va se retourner contre nous-mêmes. Parce que quand on tue mon ami aujourd'hui, qu'on tue un autre demain, le lendemain, ce serait moi, parce qu'il n'y aura plus personne pour me défendre, comme l'a dit cet auteur-là. Donc, le mutisme, le silence de ces organisations aujourd'hui, on ne les comprend pas. Mais parallèlement, le crime, ça continue. On continue d'assassiner les gens, on continue de tuer les gens pour un oui, pour un non. Et c'est déplorable dans ce pays. Justement, cette question que je vais poser... En 2013, 2 élèves ont été tués. 2017, même à Gli, 2013 ou bien 2014, il y a un élève qui a été tué. 2017, il y a le jeep militaire qui a marché sur un enfant. On a tiré, à Lomé, en 2018, on a tiré sur des enfants, Jojo Abel et l'enfant de Togo. Maintenant, la question de savoir qui tue finalement au Togo. Qui tue finalement au Togo? Protège les tueurs, c'est lui qui tue. Mais c'est tout. Celui qui refuse que la vérité soit établie pour qu'on sache qui a assassiné, c'est lui qui est le responsable. Et de toutes les façons, tout le monde sait comment ça se passe. Les gens, sur le cas de Jojo, on a toujours voulu dire que non, jusqu'à ce que, après au moins 1 an ou 2 ans, on a fini par reconnaître qu'il a été tué sous les coups de balle de la police, à travers la conférence de presse qu'a organisée Amnesty International avant que l'enfant ne soit enterré. Et donc, je ne sais pas si c'est le sort qu'on réserve à cet enfant qui est toujours à la mort de Thierry depuis qu'il a été assassiné à Toblekopé. Parce que vous savez, dans la balistique, dans l'expertise de ces genres de choses, lorsque on retrouve la balle, on peut savoir quelle est l'arme qui a servi au crime. Donc, les spécialistes sont là pour ça. Et donc, moi, je pense que le crime se nourrit du silence et il faut à un moment donné que nous essayons de dénoncer ces genres de crimes qu'on commet
et puis après on étouffe les gens, on menace les gens, on dit oui, on va vous poursuivre si vous parlez, tout ça. Il faut que ça s'arrête. On n'est pas en Corée du Nord, même si l'envie de ceux qui tiennent le pouvoir, c'est de transformer le Togo en Corée du Nord. Il faut résister, il faut dire aux gens, c'est pas possible. On ne peut pas se taire, vous ne pouvez pas venir tuer des gens, enlever les gens, les assassiner, et puis après, faire un montage et dire aux familles de se taire. Il faut que la vérité soit vraiment connue dans cette affaire-là, tout comme dans les autres crimes. Et c'est l'affaire des journalistes, des organisations de la société civile, des religieux, des partis politiques. Parce que l'équilibre de la société, la sécurité des uns des autres en dépend. Nous sommes dans un processus qui nous conduit vers 2020. On ne sait pas ce que les gens ont comme intention en commençant par poser des actes comme ça. Et donc, les politiques doivent s'inquiéter, tout comme nous les journalistes. Si demain, on vous ramasse en circulation et puis on dit, bon, il a été condamné par une voiture parce que vous êtes à moto, on dira, oui, il est mort d'un accident normal, alors que c'est un accident qui a été provoqué. Donc, je pense que notre silence ne doit pas servir la cause de ces choses-là. Nous devons avoir le courage de dénoncer ces genres de crimes lorsque ces crimes sont commis par l'État et qui cherchent à protéger des agents de l'État qui ont commis ces genres de crimes. Oui, justement, on l'a dit, ces crimes-là profitent au système, ceux qui ne veulent pas laisser un peu respirer ce pays. Parce on le dit, il a dit tout à l'heure, en 2010, nous avons une élection. Donc, les gens veulent donner l'impression de bien gouverner ce pays. Oui, les gens veulent donner l'impression de bien gouverner ce pays, de faire les choses très bien. Puis, ils vont monter des scènes pour dire... Vous savez, il y a le rapporteur pour le Togo à l'OMC, l'Organisation mondiale contre la torture, là, qui a parlé de l'impunité dont se nourrit le système togolais. Et puis, il a dénoncé, oui, c'est ça, c'est ce qui fait que les crimes continuent aujourd'hui au Togo. Si ceux qui commettent ces crimes-là, ceux qui commettent ces assassinats-là, s'ils sont punis, ou bien ne serait-ce que montrer au peuple togolais, mais ils vont cesser, ils seront encouragés. Qui va les punir? C'est la grande question. Mais nous reviendrons sur le sujet dans la dernière partie de cette émission où nous allons parler des recommandations de Genève qui stipulent, qui ordonnent la fermeture, qui demandent la fermeture même de la prison civile de Lomé. Nous allons parler également de la modification de la loi sur les manifestations publiques. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.